C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. L'onde de choc est planétaire, mais la condamnation unanime ne l'est pas tout à fait face au massacre commis en Israël par le Hamas. Alors que c'est notre humanité qui est avilie, déchirée, certains se contorsionnent déjà pour savoir qui a tort ou qui a raison. La révolution et la résistance vaudraient-elles toutes les atrocités, comme on l'a vu pendant la Terreur en France en 1793 ? Mais c'est faire fausse route. L'heure est au chagrin après la sidération. Un autre sang sera versé, malheureusement, de l'autre côté lorsque le feu de Tsahal se déchaînera sur Gaza et sa population. En France, Jean-Luc Mélenchon a déclenché les foudres de toute la classe politique et de ses alliés de la NUPES lorsqu'il a refusé de qualifier le Hamas de terroriste. Que vont faire ses alliés ? Pour l'instant, ils attendent, espérant peut-être que LFI retrouve raison. Personne encore n'a claqué la porte. Étonnant, non ? Comme dirait un célèbre journaliste. Pendant ce temps-là, le Rassemblement national joue la carte de l'impeccabilité. Marine Le Pen condamne fermement, faisant oublier l'antisémitisme atavique de son père. La France insoumise devient le repoussoir en lieu et place du Rassemblement national. Le diable a changé de boutique. Je salue nos invités sur ce plateau avec le retour triomphal de Bruno Jeudi. Bonjour, directeur de la Tribune Dimanche, donc le nouvel hebdomadaire qui a sorti son premier numéro dimanche dernier, donc avec une nouvelle une, dont j'imagine vous n'allez rien dévoiler. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard, merci à vous. Et Frédéric Dabi, directeur général opinion de l'IFOP. Bonsoir à vous et merci. Alors Jean-Marie, pour commencer, peut-être un mot sur cette onde de choc qui va sans doute faire basculer une partie du monde et plonger le Proche-Orient dans l'embrasement. Oui, avoir des répercussions politiques en France, inévitablement aussi, sur notre scène politique. Ce qu'il faut bien avoir en tête, me semble-t-il, c'est que on n'est pas devant une guerre habituelle. On est habitué à ce que il y ait des roquettes tirées sur Israël, une réponse de l'armée israélienne sur Gaza, et puis les choses se calment et repartent tranquillement pour quelques mois, ou voire parfois plus d'un an. Et puis on recommence, et ainsi de suite. Les guerres précédentes, qui pour la guerre des 6 jours, etc., c'était des guerres classiques. Là, on est en présence de quelque chose de tout à fait, extraordinaire au sens propre du terme. Il ne faut donc pas se tromper sur la nature de ce que l'on a. Ce n'est pas un conflit classique, ce n'est pas une guerre habituelle. C'est une opération d'extermination des Juifs. D'extermination des Juifs dans leur pays. Donc ça n'est certainement pas quelque chose qui est autorisé où que ce soit par les lois de la guerre ou je ne sais quoi. C'est vraiment cela qui est en question. Et donc il faut se souvenir que pour mesurer le traumatisme que cela peut causer, l'État d'Israël est né en 1948. Il est né d'un consensus des vainqueurs, et notamment principalement du consensus entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pourquoi ? Parce qu'après ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a considéré, fort heureusement, que le peuple juif avait besoin de sécurité, et donc d'être en sécurité dans un territoire. On disait à l'époque, et on l'a dit pendant longtemps, à l'intérieur de frontières sûres et reconnues. Bon, eh bien, c'est ça qui a été bouleversé par l'opération du Hamas. Et au-delà de cet aspect-là, donc de mise en danger même de l'existence, au fond, d'Israël, il y a aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un événement d'une nature qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'idée que l'on peut se faire de la barbarie, qui nous ramène, j'allais dire, au temps du massacre des innocents. Enfin, c'est absolument épouvantable. Et les preuves vont en être ajoutées les unes après les autres, au fur et à mesure où l'on découvre de façon très sinistre les vidéos qui circulent aujourd'hui et qui montrent la barbarie absolue de ce qui s'est passé. Alors, Bruno, on a entendu les supplications des familles d'otages français sur les télévisions françaises qui en appellent désespérés à Emmanuel Macron. Alors, bien sûr, le président français ne va pas sauter en parachute sur Gaza pour aller récupérer les otages. Mais la France a toujours eu une faible influence, tout comme l'Europe. En fait, vous parliez historiquement des deux pays qui comptaient en 1920, par exemple, au moment des accords Sykes-Picot, c'était la France
et l'Angleterre, et c'est justement là ces deux pays qui ne pèsent plus beaucoup. Donc aujourd'hui, dans le fond, quels sont les moyens d'action? On a entendu les Républicains dire qu'il faut enlever les subsides aux Palestiniens, ce qui n'est pas une solution, puisque en tout cas Emmanuel Macron et l'Europe entière est contre. C'est surtout méconnaître exactement comment fonctionne le Hamas, parce que les subsides européens ne suffiraient pas, quand bien même on les supprimerait, puisque le Hamas est largement soutenu par des États, par la crypto-monnaie organisée, les systèmes organisés par le Qatar et autres pays. Donc ça, c'est encore une autre affaire. La France pèse bien peu, oui, évidemment, vous avez raison. Je ne dirais pas depuis... ça a baissé régulièrement. Je dirais qu'au fond, la France n'est plus une puissance d'équilibre dans la région, comme elle a pu l'être encore il n'y a pas si longtemps, au début de la Ve République. Et je dirais presque jusqu'à l'époque Chirac, au fond. Bah oui. Depuis vraiment, il y a un affaiblissement. Il y a aussi un rapport de force international qui a changé. Et l'Europe, l'apport de l'Europe, c'est essentiellement financier à travers l'argent qui est fourni, non pas au Hamas, mais plutôt l'autorité palestinienne et les ONG. Donc la France, oui... On va voir, on verra comment Emmanuel Macron présente les choses, mais c'est très difficile pour la France d'intervenir et il n'y a quasiment aucune chance. Et d'ailleurs, la France n'est pas la seule dans cette affaire des otages. D'autres pays sont concernés. Et là, s'ils sont obligés de s'en remettre au gouvernement israélien pour essayer de sauver les otages, les binationaux qui sont détenus aujourd'hui dans la bande de Gaza, probablement dans les tunnels ou autres, donc c'est vraiment très difficile d'aller les chercher. Catherine. La France, quand même, continue d'avoir un siège au Conseil de sécurité permanent et de ce point de vue, elle pèse quand même à l'échelle internationale et notamment dans ce qui va se jouer, c'est-à-dire de revenir ou de faire appliquer le droit international. Et de ce point de vue, moi, je suis pas aussi... Enfin, je suis d'accord avec vous, ça a beaucoup reculé la position de la France. C'était pas forcément inéluctable. On se souvient en effet que Chirac avait quand même plutôt une présence dans le monde arabe qui lui était favorable et dans les opinions publiques, à la fois les États et les opinions publiques. Je nuancerai là, parce que rappelons-nous... Il avait une politique arabe. Non, mais rappelons-nous aussi le sort qui avait été réservé à Jacques Chirac en visite à Jérusalem et les incidents qu'il y avait eu. La vérité, c'est que le point d'arrêt, entre guillemets, pour la France, c'est le massacre des parachutistes français à Beyrouth, dans l'explosion d'un immeuble, et François Mitterrand nous sort de là et c'est fini. Oui. C'est fini. Et c'est la marque, là, historique. Même si la France intervient deux fois, en 83 et 85, pour aider Yasser Arafat. Sauver les Palestiniens. Sauver les Palestiniens, bien sûr. Donc c'est pour ça que je veux dire que ce que je veux dire, c'est que la France, elle a quand même encore un peu de poids à l'échelle internationale et que je pense que le poids qu'elle a, elle peut essayer de le faire jouer, notamment sur les enjeux à l'ONU et de faire jouer le droit international. Et ça sera décisif pour l'histoire des... Parce qu'en effet, comme vous le disiez très bien, Roselyne, il ne s'agit pas de sauter en parachute sur Gaza. Donc la question va être de faire appliquer des principes de droit international. Et à mon avis, elle a encore un peu de poids et d'autorité pour cela. Alors Frédéric, on a envie de savoir, puisque bien sûr tout le monde en parle, dans tous les foyers, quels qu'ils soient, j'imagine sur la terre entière, mais en France on a vu la crispation, et on va en parler, politique avec la France insoumise, mais je voudrais d'ores et déjà vous demander comment l'opinion française se positionne par rapport à ce qui s'est passé. Alors on va publier demain avec Sud Radio et Fiducial une enquête sur les premières réactions de l'opinion publique. On a sondé mercredi, jeudi, on n'a pas voulu faire une enquête à chaud, mais on a une émotion absolument intense, énorme. D'une part parce qu'il y a une vraie rupture par rapport à il y a quelques années. Il faut le dire, les Français s'intéressent aux questions internationales parce qu'on sait qu'elles peuvent avoir des répercussions internes. Et puis, ces massacres, cette barbarie, elle résonne peut-être différemment en France. Elle rappelle le 13 novembre, elle rappelle toute proportion gardée, le Bataclan, les attentats des terrasses. Et dans cette enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio, on a une opinion extrêmement homogène, extrêmement unanime, pas le moindre clivage politique, où on a 83% des Français qui sont inquiets de la situation en Israël et à Gaza. On a 3/4 des Français qui ont intériorisé les conséquences internes d'un conflit qui aura des répercussions importantes sur la situation française. Et puis, sur le débat assez pathétique sur la qualification des crimes du Hamas, on a une opinion qui est extrêmement homogène, y compris
à gauche par rapport à ce que vous me demandiez sur la France insoumise, où à 89%, on considère que les attaques menées par le Hamas en Israël depuis le 7 octobre constituent un crime contre l'humanité. On n'est pas sur la nuance, crime de guerre, réponse à une occupation. Donc on a une opinion publique française sonnée. Je pense que c'est lié aussi à notre passé collectif depuis les années 2015. Alors, on va écouter, alors dans un premier temps, la France Insoumise, pour refaire très vite le film, Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas employé le mot terroriste, et surtout dans le communiqué de la France Insoumise, il parle de combattants et non pas de terroristes. Et je vous propose d'écouter Mathilde Panot, la chef des députés insoumis à l'Assemblée nationale, qui, elle, s'est un peu entêtée dans l'erreur et n'a pas corrigé véritablement. On l'écoute. C'est la branche armée qui, aujourd'hui, est responsable de crimes de guerre. Voilà. Et c'est largement documenté. Vous pourrez... Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Voilà, alors avant de vous interroger les uns et les autres, peut-être, est-ce que dans cette affaire, la France insoumise perd des plumes? Elle perd énormément de plumes. On a posé une question très simple de satisfaction, de mécontentement à l'égard de prise de position et d'attitude de chacun des partis politiques. 77% des Français se déclarent mécontents des prises de position de la France insoumise. Une majorité de sympathisants de gauche se déclarent également mécontents. Et symboliquement, par rapport à ce que vous disiez sur l'antisémitisme atavique de Jean-Marie Le Pen, le parti dont la majorité de Français se déclarent satisfaits des prises de position, c'est le Rassemblement national à 52%, suivi des Républicains à 51% et à la majorité présidentielle 49%. Une fois de plus, on a un décalage entre le centre de gravité idéologique du peuple de gauche, parlons de manière grandiloquente, et on l'a vu sur le racisme systémique, sur la police qui tuait, on l'a vu sur Médine, on l'a vu sur cette affaire beaucoup plus dramatique, et les prises de position de la France insoumise et du leader Jean-Luc Mélenchon. Catherine, est-ce que c'est la faute indélébile, faute morale, faute politique et faute indélébile de Jean-Luc Mélenchon, en l'occurrence, puisqu'il faut quand même dire que certains se sont désolidarisés des propos de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'en effet, là, on atteint un sommet. C'est-à-dire, on atteint un sommet par la gravité de ce dont il est question, l'enjeu. C'est-à-dire que là, ce n'est pas un désaccord sur le mode de fonctionnement interne à la France insoumise. C'est une attitude par rapport à un événement très grand, très grave, et c'est aussi un rapport, d'une certaine manière, à la question de la violence, la question du respect de la vie, la manière de concevoir aussi ce que c'est que la responsabilité politique. C'est tout ça qui s'agrège et qui fait qu'il y a un schisme qui est en train de se passer à la France insoumise et dont je note, en fait, qu'il recouvre à peu près de la même manière le schisme précédent qui était tous ceux qui disaient bon, on ne peut pas continuer comme ça d'avaliser toutes les aventures du petit groupe autour du chef. Il nous faut plus de démocratie, plus de débats et on ne peut pas suivre aveuglément les lubies. Alors justement, qu'est-ce qu'ils attendent pour claquer la porte, la NUPES, Bruno? Ça tarde quand même. Ils sont là, que ce soit Jérôme Guedj, qui parle de dégoûtant, qui est écœuré, Fabien Roussel, qui était prompt à critiquer aussi. Ils attendent quoi, le déluge? Est-ce qu'ils attendent finalement que ça passe et que leur accord électoral continue à tenir malgré tout? Eh ben, vous avez bien répondu. Il y a l'accord électoral d'un côté qui fait que si demain il y avait un nouveau des législatives, il faudrait bien sauver son siège. Donc on s'accroche peu ou prou à ce vague accord électoral. Et puis il y a les valeurs. Mais ça fait quand même un certain temps qu'une bonne partie de la gauche a tourné le dos à ces valeurs qui les rassemblaient et qui aujourd'hui les rassemblent plus. J'ai trouvé même que chez une partie de ceux qui se sont désolidarisés des propos de Jean-Luc Mélenchon, du communiqué de la France Insoumise, de Mathilde Panot, de Manuel Bompard et quelques autres, j'ai trouvé même que c'était un peu mollasson parfois les mots. Oui, il y a un peu de contorsion là, évidemment, je ne mets pas en cause, mais ils ne veulent pas y aller trop fort. Ils disent bon, mais ça va passer, dans 15 jours on sera passé à autre chose et puis on reprendra la petite affaire. En fait, la vérité, c'est que depuis la rentrée,
ils ne font que se fracturer. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ils n'ont plus rien à faire ensemble. Donc là, en fait, ils tardent. Vous avez raison, ils tardent, mais ça va s'imposer à eux-mêmes. Je pense qu'ils tardent parce que quelqu'un, en lieu et place d'un dirigeant de la NUPES qui n'est pas France Insoumise, doit se dire, au fond, qu'en effet, ils voudraient en sortir. Mais s'ils en sortent sans avoir un dispositif déjà construit ou en voie de construction à côté, qui montre aux gens, aux électeurs de gauche, qu'ils sont toujours pour une forme d'union, c'est ça qui les retient. Et donc, c'était un canot de sauvetage, la NUPES, pour les élections législatives. Mais si vous voulez en sortir... Oui, absolument. Mais si vous voulez en sortir... Il reste le radeau. Si vous voulez en sortir, il faut proposer autre chose. Il faut proposer une alternative et avoir un début de construction avec les communistes, avec les écologistes, avec les socialistes. C'est cela qui manque, parce que personne ne s'y est encore attelé. Et donc, dès lors que cette mécanique-là sera enclenchée, vous verrez qu'à ce moment-là, ce sera l'isolement pour la France insoumise. Mais il leur faut aussi des adversaires de la France de Jean-Luc Mélenchon qui feraient mouvement dans ce sens-là. Je pense que c'est ça l'histoire. Oui, je crois que vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils avaient quand même plutôt en timing l'après-élection européenne. On laisse passer les élections européennes et puis on règle les comptes et on fait autre chose. Donc je pense que c'était plutôt ça le timing qui était en tête. Et la deuxième chose, c'est que très franchement, je trouverais ça un peu malvenu que cette question-là soit au centre la question de l'organisation interne de la NUPES à 5 jours de ce qui vient de se passer. On peut laisser un tout petit peu de temps et considérer que dans l'ordre des priorités, la question c'est aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe en Israël et comment on fait pour que tout ça ne dégénère pas en un conflit régional de très grande gravité. Frédéric, est-ce que, je le disais tout à l'heure en introduction, est-ce que les choses à un moment peuvent aussi se basculer et que l'opinion peut changer, en tout cas pas pour la rue arabe évidemment, comme on a coutume de l'appeler, mais en tout cas pour l'opinion, s'il y a un déluge de feu sur Gaza et qu'on voit effectivement des enfants, et pas seulement le Hamas qui est attaqué, parce que je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de personnes qui pleureraient, mais si on voit des enfants, des vieillards qui sont tués, des maisons éventrées, comme on a l'habitude de le voir, bon, même si l'armée israélienne ne se livrerait sans doute pas aux exactions commises par le Hamas, est-ce qu'à ce moment-là, l'opinion peut basculer ? Alors, basculer, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une question difficile, elle n'est pas évidente, je vous le confirme. Elle est difficile, mais elle est envisageable. Elle pourrait être, bien sûr, cette opinion publique rééquilibrée. Pour l'instant, c'est le règne de l'émotion, la qualification des crimes comme des crimes contre l'humanité, la sanction de l'acteur politique, en l'occurrence la France insoumise, qui est apparu ambigu, pour ne pas dire complaisant, vis-à-vis du Hamas. Mais c'est vrai que il y aura sans doute, s'il y a une offensive terrestre, si l'armée israélienne rentre dans Gaza, s'il y a, comme vous le dites, énormément de civils qui meurent à Gaza, ce qui est déjà le cas, une opinion qui serait équilibrée. On n'a pas dit... Si, il y a des images. Il y a un point de référence, c'est 2014. 2014, l'opération israélienne à Gaza, qui a duré quand même une petite semaine, où clairement, dans les enquêtes d'opinion de mémoire, il y avait une condamnation de l'opinion publique qui avait donné lieu à des manifestations en France assez tendues. Mais là, d'ores et déjà, vous avez 1200 ou 1300 morts à Gaza, et vous avez les images qui montrent des parties de la ville qui sont déjà dévastées. Donc on est déjà dans cette phase-là. Oui, le traumatisme israélien vient encore et prééminent. Le grand problème d'Israël, d'ailleurs, ce sera de se conformer aux lois de la guerre qui existent, et donc d'éviter ce qui a été annoncé plus ou moins, à savoir un blocus total, parce que le blocus total signifierait vouloir affamer une population, et ça c'est interdit, ou bien des mesures de cette nature qui font qu'en effet les Européens ne peuvent pas s'associer au blocus d'aucune façon, et ainsi de suite. C'est ça qui va concerner Israël essentiellement. Savoir dans quelle mesure elle va réussir à punir le Hamas, mais sans punir, de dégâts vis-à-vis sans de la faire trop de dégâts collatéraux, ouais. Même si on sait très bien que dans des opérations de cette nature, il y en a. Quand les Alliés bombardent les villes allemandes ou quand les Alliés bombardent la Normandie,
qui font 65 000 morts, c'est considéré comme des dégâts collatéraux inévitables dans cette phase-là. Donc c'est là que ça va être difficile, parce qu'en termes d'opinion, ce qui va frapper et frappe déjà, d'ailleurs, ce sont les images, en effet, de gens qui transportent des enfants blessés vers les hôpitaux. Et si les hôpitaux sont empêchés de fonctionner, évidemment, ça pose un problème aussi. Je voudrais je vous parlais tout à l'heure de Marine Le Pen, qui, justement, par son impeccabilité, alors ça avait commencé à l'Assemblée nationale, bien évidemment, avec la cravate, on vocifère pas, à part des dérapages, il y en a eu. En tout cas, un Rassemblement national qui essaie de se tenir à carreau, comme on dit. Et il y a 2 jours, eh bien, le discours de Marine Le Pen à l'Assemblée nationale a été applaudi, et pas seulement dans les rangs de son parti. Écoutez-la. Je réaffirme ici solennellement notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées dans leur chair et à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un danger majeur pour notre époque, notamment car elle doit libérer certaines populations, dont je crois une partie du peuple palestinien, prise en otage par des mouvements islamistes terroristes. Donc le Rassemblement national, Bruno, n'est plus radioactif. Enfin, je disais tout à l'heure, la diabolisation a changé de boîte, quoi, de crèmerie en tout cas. On est pour le Rassemblement national, on est surtout passé sous l'ère de Marine Le Pen de la dédiabolisation à la notabilisation, puis la banalisation. Ça faisait déjà un petit moment, mais sur le sujet... Et là, on est vraiment dans la normalisation, et même maintenant... Le mistigris du vote honteux, du vote sulfureux, du vote scandaleux est passé chez LFI grâce au parcours que les députés du Rassemblement national mènent au sein du Palais Bourbon, faisant attention à tout ce qu'ils disent. On oublie assez vite ce que disait Marine Le Pen il n'y a pas si longtemps contre les binationaux franco-israéliens en 2017. On oublie plein de choses tout à coup, mais tout ça est offert sur un plateau par les insoumis de Jean-Luc Mélenchon, qui petit à petit vont devenir le vote honteux et sont promis sans doute à des grandes difficultés politiques. Même si Jean-Luc Mélenchon est souvent revenu du diable Vauvert, la République c'est moi, on pense. Mais là, je pense qu'on a franchi un cap. Et surtout, les insoumis collectivement à l'Assemblée nationale franchissent un cap. Mathilde Panot porte des coups très rudes à la gauche avec sa dernière conférence de presse. Frédéric, certains disent, dans le fond, la France insoumise a une envie, c'est que le Rassemblement national gagne pour pouvoir vraiment exister. C'est une théorie, hein, c'est ce que disent certains, pour pouvoir vraiment exister dans la défense de la démocratie. Oui, c'était le vote révolutionnaire en 81 pour éviter François Mitterrand. Non, ça reste quand même relativement fumeux, même si ça peut exister. Mais je confirme ce que vient de dire Bruno Jeudi. C'est vrai que Marine Le Pen et le RN bénéficient d'une stratégie de distinction. Pendant la campagne présidentielle, distinction par rapport à Éric Zemmour, qui avait lui aussi enfilé la tunique, le mistigris, si je puis dire, de la personne infréquentable. Et là maintenant, à l'Assemblée nationale, d'un côté, il y a une bordélisation, la zadisation au moment de la réforme des retraites, on l'a bien vu, et des députés RN impeccables. C'est sanctionné dans des chiffres, dans une enquête, une fois fiduciale, pour le JDD Sud Radio au mois de juin, notre enquête sur la radioscopie du vote RN, on a une majorité de Français qui considèrent le RN comme moins inquiétant que la France insoumise, et une majorité qui considère Marine Le Pen plus attachée aux valeurs démocratiques que Jean-Luc Mélenchon. C'est fort de café, si je puis dire, quand on connaît l'histoire du RN-FN, quand on se souvient des enquêtes historiques de mes amis de la Sofres, où jusqu'en les années 2005, on disait à 75% que le FN, le RN était un danger pour la démocratie. Les cartes ont été complètement rebattues et effectivement, on est passé d'un parti sulfureux à une banalisation, une institutionnalisation. Et quand on interroge les Français sur l'alternative au pouvoir actuel, ils répondent d'abord Marine Le Pen et Le RN. C'est ce qui est important dans ces moments-là. Sur le concept fumeux de... Oui, mais ce qui est important dans ces moments-là, c'est de dire ce qu'il faut, d'avoir les mots justes pour aller à la rencontre de ce que ressentent les Françaises et les Français. Et donc, ce que disait
Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire 89% des gens qui considèrent que c'est un crime contre l'humanité, il faut parler juste. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait dans une déclaration que pourrait signer Emmanuel Macron, que pourrait signer tout responsable politique conscient de ce qui s'est vraiment passé. Donc c'est là qu'elle gagne du terrain. Et tout le problème est que chaque chose en son temps. Un moment viendra évidemment le moment où on devra s'interroger à qui l'entoure. Est-ce qu'elle s'est vraiment débarrassée de la cohorte d'antisémites qu'il y avait autour de ce parti ? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment ? Est-ce qu'elle veut nous tourner plutôt vers la Russie ? Comme elle en avait l'habitude? Est-ce qu'elle veut vraiment quitter l'OTAN ou se détacher de l'Union européenne, ainsi de suite? Choses qui, dans son programme, existent. C'est masqué, et c'est masqué complaisamment parce que tout le monde dit dédiabolisation, ce qui est son intérêt à elle, mais dans la réalité de ce qu'elle propose, on verra que ce n'est pas tout à fait ça. Mais l'avance qu'elle prend aujourd'hui peut très bien être irrattrapable. C'est ça le problème. Ouais. Et le risque pour Emmanuel Macron, qui n'a pas l'air de s'en soucier vraiment, c'est d'être le président qui aura fait la courte échelle à Marine Le Pen et qui transmettra comme Obama avec Donald Trump. Certes, mais est-ce qu'on reproche aujourd'hui ça à Obama? Bien sûr, on lui reproche. Mais il bénéficie toujours, d'une aura. Si c'est le cas, ce sera une marque indélébile sur un double quinquennat. Pour en arriver là, je vous garantis que ce n'est pas un petit leg historique. Mais pourquoi Oui, allez-y. La comparaison entre Obama et Emmanuel Macron ne peut pas se faire. Parce que je pense que l'élection d'Obama a crispé la société américaine, qui est quand même qui a un problème historique non résolu avec la question des Noirs aux États-Unis. Ouais. Et que ça a activé vraiment les suprématistes. Oui. Ce n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Il n'est pas arrivé pour crisper. D'ailleurs, au contraire, il est arrivé en prétendant rassembler. Donc, si il laisse le pouvoir à Marine Le Pen, il ne peut pas penser que c'était inéluctable. C'est-à-dire ce n'est pas par devers lui, c'est que sa politique qui l'aura permis. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose, et je partage tout à fait ce que vous dites, un homme politique ou une femme politique ne peut pas être indifférent à la compréhension que l'on a de son discours. Et d'une certaine manière, je dirais, dans la gauche française, il y avait toujours notamment la gauche, je dirais la plus à gauche, le Parti communiste avait cette préoccupation d'être compris, ce qui lui faisait des élus. Jean-Luc Mélenchon est en train de s'en détacher. C'est-à-dire qu'au fond, il a un discours de vérité. Il s'en fiche. Il dit ce qu'il pense. Il pense comme ça. Il dit comme ça. Et indépendamment de la perception, de la compréhension de son discours. Et donc, en fait, il revient en effet à un discours d'extrême gauche, c'est-à-dire ceux qui ont la vérité. Qui est son noyau dur, en fait. Ils sont sa vraie croyance, elle est là. C'est l'extrême gauche qui a la vérité, c'est-à-dire que ce n'est pas de la politique, c'est... et qui attend la révolution. Alors, Bruno, on va écouter Gérald Darmanin sur effectivement la crainte de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. On écoute le ministre de l'Intérieur. Il y a des relais du Hamas en France qui sont d'ailleurs des relais politiques. Il y a des associations qui sont proches du Hamas. Le collectif Palestine Vaincra que j'ai voulu dissoudre et que le Conseil d'État pour l'instant a empêché de dissoudre en référé, pour nous, on l'a dit, on l'a redit, relaye évidemment un certain nombre de propos et d'actions. Par ailleurs, la France insoumise ne permet pas, me semble-t-il, la paix publique et n'évite pas l'importation du conflit. Bruno, danger donc, et le ministre prend les devants. Oui, il prend les devants, il menace de dissoudre certaines associations proclamant, revendiquant du Hamas, ou en tous les cas en tout cas de proférer des menaces terroristes. Il menace également le NPA de Philippe Poutou. Et d'indigènes de la République aussi, qui ont bien dérapé. Et il y a quelques heures, il a ordonné au préfet d'interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes samedi, puisque un certain nombre se préparaient. Donc le gouvernement et singulièrement le ministre de l'Intérieur sont très inquiets de la possible, au fond, qu'il y ait une extension du conflit sur le territoire de France, compte tenu de notre singularité. Je rappelle quand même qu'on a la plus grosse communauté juive 5 millions, en Europe. Non, 1 million. 1 million, pardon. En Europe. Non, mais 5 millions en France.
Non, 1 million de juifs, 1 million de juifs en France. Mais de musulmans. C'est 5 à 7 5 millions de musulmans. De musulmans français. Donc c'est une situation qui rend évidemment la situation tendue. Ça avait déjà été le cas en 2014. Il y avait des manifestants qui avaient essayé d'aller sur les Champs-Élysées, souvenez-vous, et des manifestations violemment réprimées. Et là, cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur prend les devants et même menace de dissoudre un parti politique d'extrême gauche. Moi, je trouve ça fou. Franchement, menacer le NPA de dissolution et faire planer les propos de Philippe Poutou sont quand même assez irresponsables. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je ne peux pas partager les propos de Philippe Poutou. On ne peut pas dire qu'on va dissoudre le NPA parce qu'il dit que la résistance palestinienne s'incarne dans le Hamas. C'est totalement choquant. Il doit être battu politiquement. On bat politiquement, on ne dissout pas. Déjà fait, non ? Non, mais c'est peut-être... Oui, il fait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas une bonne manière de régler les problèmes, et en plus de faire peser la menace et le discrédit comme il le fait sur la France. Non, mais ça montre, Catherine, à quel point le ministre de l'Intérieur est inquiet. Ça montre à quel point il fait de la politique aussi. Il n'est pas que inquiet, il fait aussi de la politique. Prend les devants pour empêcher que ces propos se multiplient. J'aimerais que vous ayez raison, je ne pense pas que ce soit qu'un problème d'inquiétude, je pense éventuellement qu'il fait de la politique. Oui, avec quand même une opinion publique qui a intériorisé, qui aurait des répercussions importantes à ce qui se passe en Israël à 75%. On passe à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reissoult. On va parler fake news. Bonjour, ma chère Véronique. Bonjour. Voilà, je voudrais savoir comment, ce que disent les internautes, bien sûr. Voilà. En fait, on va faire un petit retour rapide parce que c'est la première fois que, ça fait des années que je suis l'arrêté de ce que disent les gens sur les réseaux sociaux et comment l'opinion s'exprime, et un tsunami de fausses informations et de messages compliqués à interpréter à ce point-là. C'est la première fois. Alors j'essaie de vous résumer dans un graphique la réalité des types d'informations qu'on trouve. En gros, vous avez 3 types d'informations qu'on trouve habituellement. Les fausses informations manipulatrices pour un camp ou pour l'autre, à base de bots et d'informations qui sont reprises. Les témoignages et beaucoup d'émotions et de soutien. On va dire que les intersections qui sont en rose sont assez classiques. Il y a des superpositions. Ensuite, vous avez une nouveauté, cette fois-ci, qui sont les informations erronées à partir d'informations qui sont interprétées ou déformées, bien souvent qui viennent de témoignages et qui compliquent énormément la vie des journalistes en particulier, mais des internautes, on finit par ne plus vraiment savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Alors je vais vous montrer des exemples où on sait tout de suite que c'est faux, mais il y a beaucoup d'informations où c'est pas si clair que ça, parce que ça vient de témoignages, et que ces témoignages, on n'a pas le temps de prendre le recul, et les journalistes sont particulièrement embêtés. Alors un exemple d'information à partir d'images erronées. Alors là, c'est une information qui dit que cette vidéo, elle ne montre pas une salve de roquettes tirées par le Hamas vers Israël, mais c'est des images de la guerre en Syrie qui avaient été partagées en 2020. Le même type d'information de l'autre côté, donc on voit bien que ce n'est pas une désinformation que d'un côté, c'est des deux côtés, avec le même type de procédé. On montre une image et là on explique que cette vidéo qui a été vue 300 000 fois, prétend faussement montrer Israël qui larguerait des bombes au phosphore blanc sur Gaza, alors que en fait c'est une vidéo qui date de mars et qui date, c'est la Russie et qui a utilisé des munitions en Ukraine, donc on voit bien un décalage, mais ce sont des images où dans le fond, avec un peu de vigilance, on peut se rendre compte que c'est faux. Vous avez des images qui sont plus difficiles à trouver, alors qui pourraient faire sourire, mais le sujet ne prête pas à sourire. C'est des détournements d'images, comme vous avez là, qui sont, donc on vous explique que ce sont des avions israéliens qui arrivent, on va les voir dans 2 secondes. En fait, ce sont des images qui sont issues de vidéos, de jeux vidéo. Donc c'est beaucoup plus difficile de les trouver. Ça a été partagé sur TikTok. Vous avez plusieurs millions de personnes qui l'ont vu, puisqu'il y a 1,7 million de personnes qui l'ont vu, qui pensent que ce sont effectivement des avions de combat israéliens, alors qu'en fait c'est juste un jeu vidéo. Et c'est plus compliqué de trouver des images de jeux vidéo que de comprendre que ce sont des images qui ont déjà été utilisées. Donc pour vous dire la complexité sur l'ensemble des informations, et c'est beaucoup d'informations, c'est 120 millions de messages sur 5 jours. Donc on est en train de parler d'un lieu où c'est un peu le Far West. Vous montrez d'autres types d'images qui ont été partagées, où là, on pouvait comprendre que c'était faux, mais un peu plus difficile. C'est les fameuses images sur TikTok des enfants qui auraient été mis en cage.
Là, ce sont les internautes eux-mêmes qui sont venus dénoncer. Et on ne voit pas ici, mais vous avez, même sur TikTok et sur X, vous avez des systèmes par les plateformes pour dénoncer et vous dire faites attention à ce contenu. C'était le cas pour cette vidéo. Elle est sortie de son contexte. Donc, quand même, il y a des moyens pour être un peu vigilant. Mais la catégorie la plus difficile, la plus compliquée pour vous, journalistes, mais pour les internautes aussi, c'est la dernière. C'est en fait une catégorie... Voilà, ça part d'un témoignage qui ne peut pas forcément être vérifié, qui arrive alors que les choses sont complexes, on n'a pas forcément d'image, c'est juste quelqu'un qui raconte. Là, c'était le fameux sujet fait par un militaire israélien qui raconte le sujet des bébés qui auraient été décapités et des femmes qui ont été attaquées. C'est repris, mais il n'y a pas d'éléments de contexte réel. Et donc, en fait, ça a lancé des polémiques complexes, alors que, voilà, quand vous avez des images... C'est plus simple. Et puis, juste pour terminer, vous disiez qu'on va arriver sur la France. Je vous montre aussi que des fausses informations en France, il y en a eu plein. Alors, vous avez dû entendre parler des fameuses images à Sevran, où soi-disant, il y aurait eu sur un immeuble des drapeaux palestiniens qui auraient été posés. Heureusement, les internautes, là encore, ont essayé d'œuvrer pour montrer que ce n'est pas vrai. Vous avez quelques images après. Voilà, qui démontre que ça n'est pas vrai. Des manipulations à chaque fois de chaque côté, il faut faire mais c'est évidemment très beaucoup plus compliqué que pour tous les autres conflits qu'on a pu voir, vraiment. Merci beaucoup Véronique, merci à tous et puis je vous renvoie dimanche prochain à la Tribune dimanche, ça c'était le numéro de la semaine dernière mon cher Bruno. Bon courage à vous, merci à tous et merci à Flore Simon et merci à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission.